Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Dans cet épisode, comme vous avez pu lire dans le titre, nous allons parler du dernier film de Bigan, Résurrection. Et pour cet épisode, je suis avec Elric. Comment ça va, Elric? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et donc, nous allons passer une petite bande-annonce et on se retrouve juste après pour le résumé et pour parler du film. 什么事情一个人能做，两个人就是做不了。做梦。Alors, Résurrection, de quoi ça parle? Alors, synopsis sur Allociné, c'est une femme s'est catapultée dans un futur post-apocalyptique où elle va chercher à réparer un homme mi-robot, mi-humain en lui contant de manière métaphorique des pans de l'histoire chinoise. Elle devra par la suite choisir entre revenir au monde réel ou rester seule avec cet être bionique pour lequel elle commence à éprouver des sentiments. Alors, je me permets de préciser que c'est le synopsis qui est sur Allociné parce que, pour ceux qui ont vu le film, vous aurez vite compris que ça n'a pas tant de choses à voir que ça avec le film. Je pense que Bigan, entre-temps, a dû modifier son film parce que cette fameuse femme catapultée dans un futur post-apocalyptique, c'est celle qui est jouée par Shuki, que on ne voit finalement pas dans les plusieurs pans de l'histoire chinoise comme c'est mentionné dans le résumé, mais essentiellement dans la première partie. Dans le premier segment du film, on la voit aussi un petit peu vers la fin, elle fait une voix off qui sert de transition entre les différents segments du film, mais à part ça, on ne la voit pas. Et d'après quelques images que j'ai vues du film, je pense qu'elle devait être dans tous les segments, mais Bigan a dû modifier ces choses avec, au montage certainement, il a dû modifier ça, et le film est coupé en fait en 5 segments à peu près, qui sont assez indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage, donc dans le synopsis, qui est dit mi-robot, mi-humain, qui porte un très beau nom qui s'appelle le Révoleur. Et donc c'est lui, en fait, le fil rouge qui va être dans tous les films, qui n'aura pas le même visage. Enfin, il aura le même visage, mais disons qu'il sera grimé différemment en fonction des parties. Et effectivement, ce personnage va se retrouver donc dans 5 histoires, séparées les unes des autres, et qui vont utiliser à chaque fois des méthodes cinématographiques un peu différentes. Je vais être assez vague dans un premier temps, puisque je ne vais pas parler tout seul, je vais laisser la parole à Elric, mais par exemple dans le premier segment, on a une espèce de film muet en fait. Alors ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est un film muet, mais qui est en couleur, c'est-à-dire avec des couleurs contemporaines, on va dire. C'est pas un film muet en noir et blanc ou en monochrome comme on peut avoir l'habitude de voir. C'est vraiment un film muet en couleur en utilisant. C'est pas seulement un film muet, c'est-à-dire que dans le sens où personne ne parle et il y a des intertitres, c'est-à-dire que ça va aussi utiliser des techniques du muet assez spécifiques en fait au muet, notamment les accélérés par exemple, ce genre de choses, ou alors ça va faire des références assez évidentes à par exemple l'expressionnisme allemand et notamment par exemple Caligari. Alors le titre entier c'est le cabinet du docteur Caligari, avec ces plans en fait très abstraits, très arrondis, avec ces décors vraiment très irréels on va dire, et il y a beaucoup de plans comme ça dans ce premier segment. Dans ce premier segment où effectivement on retrouve Shuki qui est là en train de traquer le Révoleur et qui va être en fait un peu la première étape jusqu'à cette
ces différentes transitions avec ce revolver qui va passer de partie en partie. Bon, au fil de l'épisode, je vais un petit peu déployer ce que j'ai à dire sur les autres parties. Dans la globalité, j'ai trouvé que c'était un film absolument fabuleux. Ça m'a transporté du début jusqu'à la fin. Ça m'a vraiment hypnotisé et j'ai beaucoup aimé le parti pris en fait de ce film et d'utiliser différentes méthodes. J'ai trouvé ça assez ludique en fait à regarder. Et il faut savoir également, avant que je laisse la parole à Elric, que chaque partie est associée à un des 5 sens du corps humain, enfin un des 5 sens de l'humain, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, même si certains sont un peu plus évidents que d'autres. Disons que le toucher, on le ressent pas forcément dans le film, je trouve, mais voilà, chaque partie va avoir un thème en fonction des sens, et certaines parties vont vraiment énormément jouer sur le sens qu'il est censé représenter. Et donc, voilà, c'est un film qui est assez ambitieux, hein, je trouve, parce qu'il veut quand même tenter plusieurs choses. On est presque sur le film à concept. C'est un film à sketch, à concept, avec des segments qui utilisent différentes méthodes du cinéma et qui, en même temps, fait référence à un des 5 sens. Je trouve que le pari est assez réussi, et à mes yeux, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Et donc voilà, du coup, Elric, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors, du coup, en préambule, je vais quand même préciser que moi, j'ai vu le film alors, au moment où on enregistre, j'ai vu le film il y a un peu plus de 6 mois. Je l'avais vu à une avant-première post-Cannes. Et je crois savoir que le film a été modifié de 3-4 minutes par Bigan depuis sa projection à Cannes. Donc, bon, je sais pas si ça va changer grand-chose, mais dans tous les cas, je préfère dire que moi, j'ai vu une version précédente. Et bon, pour 3-4 minutes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence, mais il faut quand même le noter. Moi, on est sur une année où j'ai pas vu beaucoup de films, du coup, parce que mon emploi du temps, tout ça, mais je trouve que Résurrection, pour moi, c'est mon film de l'année. Il est un film exceptionnel. Je suis déjà très fan de Bigan. J'adore Kylie Blues et un grand voyage vers la nuit, ou un long voyage vers la nuit, je m'en souviens plus. Mais c'est 2 films que j'aimais déjà beaucoup. Deux films qui se ressemblaient beaucoup, avec à chaque fois une partie en plan séquence d'une quarantaine de minutes, tout ça. C'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment dans Résurrection, parce que comme l'a dit Jordan, le film est découpé en 5 parties du coup, chacune faisant écho à un sens humain, mais aussi à une période de l'histoire du cinéma. Donc au début, il y a le muet, ensuite on a l'apparition du son avec un côté un peu film noir, on sent que c'est le côté classique un peu hollywoodien, puis ensuite on entre dans la modernité et tout. Le film s'arrête à peu près vers les années 90, ou à l'aube de l'an 2000, je sais plus, avec cette dernière séquence qui est aussi du coup en plan séquence, mais qui, je pense pas, dure 40 minutes, enfin un très long plan séquence, mais peut-être pas aussi long que celui d'un grand voyage vers la nuit ou de Kylie Blues, mais tout de même très impressionnant. Ouais, moi c'est un film que je trouve du coup assez exceptionnel. Déjà dans son esthétique, c'est d'une beauté folle. Je pense du coup à la séquence par exemple film muet, où tu disais que le film était pas en noir et blanc, et comment dire, oui, parce que le film en fait utilise la couleur comme on l'utilisait à l'époque du muet, c'est-à-dire l'époque où on teintait les pellicules, et un peu comme si vous voyez le Napoléon d'Abelgan sur les séquences qui sont toutes rouges ou toutes bleues. Voilà, c'est pareil, sauf que, comment dire, c'est utilisé de façon assez intelligente, c'est-à-dire qu'il a pas juste mis un filtre sur l'image, c'est l'éclairage même du décor qui donne ces couleurs-là, qui rappellent du coup le processus du teintage, ou je sais plus comment on appelle ça, mais le fait de teindre la pellicule, qui se faisait beaucoup à l'époque du muet. La séquence un peu en mode film noir, elle est très bien, et surtout, comment dire, je trouve que c'est une des meilleures utilisations du son que j'ai vu au cinéma ces dernières années. Et après, c'est peut-être pas ma séquence préférée non plus, parce que bon, le côté film noir et tout, ça me parle pas forcément. Mais niveau du son, cette séquence-là est exceptionnelle. Et pareil, niveau de la couleur, elle est très intéressante, parce que comme du coup on est dans un hommage au cinéma classique, tout ça, et que le film ne bascule pas en noir et blanc, mais on est quand même sur un spectre de couleurs qui s'en rapproche beaucoup. C'est-à-dire que le film du coup n'est pas tourné en noir et blanc, mais tous les costumes vont être gris, les personnages portent des costumes, enfin des costards noirs, blancs. Enfin, il est très très grisâtre cette séquence-là, ce qui change par rapport aux autres séquences du film qui débordent de couleurs. Ensuite, on a le passage qui est dans un temple bouddhiste, je crois, je veux pas dire de bêtises, qui là, je trouve, enfin en tout cas pour en avoir discuté avec des gens qui avaient vu le film, je trouve que c'est vraiment la séquence sous le côté, parce que beaucoup de gens avec qui j'ai vu le film tous sont ennuyés à ce moment-là. Moi je trouve ce passage absolument formidable. C'est un passage qui fait
peut-être plus écho à la spiritualité bouddhiste, forcément, vu le lieu et vu le rythme aussi de cette séquence. Parce que avant, sur les 2 premières séquences films, donc film muet et film noir, je vais les appeler comme ça va plus vite, on est quand même sur un rythme assez soutenu, un rythme très rapide. Et là, on bascule sur un rythme excessivement lent, avec des plans très longs, peu de mouvements de caméra, en tout cas beaucoup moins qu'on pourrait avoir avant ou après. Et ça donne une ambiance qui rend transcendantale, on dirait un peu du Happy Chat Punk vers Zeta Cool. Bon, je vais pas faire une comparaison foireuse, mais moi, c'est un peu l'ambiance que ça m'a rappelé durant cette séquence. Et du coup, un passage très empreint de spiritualité et tout ça. Ensuite, du coup, on a l'avant-dernière séquence qui est celle dont je me souviens le moins, parce qu'elle m'a beaucoup moins marqué, qui est une histoire entre des enfants et pareil, des espèces de gangsters. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que celle-ci m'a vraiment pas du tout marqué. Je me souviens juste que c'était assez joli visuellement, avec des couleurs un peu plus jaunâtres, tout ça. Mais enfin, pour aborder qui est grand, je pense la séquence qui met tout le monde d'accord, en tout cas ceux qui ont vu le film, qui est le plan séquence finale, donc cette histoire de vampires qui vont traverser la ville pendant toute une nuit. Il me semble que c'est la nuit du Nouvel An. Ouais, c'est la nuit Et pour précision, parce que du coup, c'est ce que tu as dit juste avant, c'est vraiment l'aube des années 2000, parce que c'est la nuit qui fait la jonction entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000, en fait. Et il y a une espèce de peur, d'ailleurs, du bug un peu de l'an 2000 qui s'inscrit aussi un peu dans le film, en plus de cette histoire de film de vampire. Oui, donc voilà, c'est comme je disais, donc on est sur la transition. Ce qui est intéressant aussi avec cette peur du bug de l'an 2000, qui joue un peu aussi avec la peur des personnages qui sont du coup des vampires, du lever du soleil, où forcément là, c'est le moment où ils vont mourir. Donc là, on est sur un plan séquence absolument fou, d'une trentaine de minutes au moins, qui déborde de couleurs visuellement. C'est d'une beauté, mais pour moi, sur Résurrection, on est vraiment sur le plus beau film de 2025, ne serait-ce qu'en termes de photographie. Et ouais, c'est après du coup les 2h30 à accumuler tout. Là, on est sur une apothéose parce que du coup, comme c'est le Nouvel An et tout, il y a des feux d'artifice dans la séquence, c'est absolument fou. Et il y a quelque chose que je trouve de très poétique, c'est que du coup, Bigan finit son histoire, enfin sa rétrospective de l'histoire du cinéma avec ça, avec une séquence qui parle de vampires. Et ce qui est, comment dire, assez bien, c'est que, enfin, ce que je trouve très beau, c'est que du coup, ça forme une boucle avec la première séquence, du coup, un peu en mode film muet, tout ça, qui reprenait, du coup, comme l'a dit Jordan, un peu l'esthétique expressionnisme allemand, Capitaine Dr Caligari et tout ça, mais reprenait beaucoup aussi à l'esthétique du film Nosferatu, donc éminent film de vampire, peut-être le film de vampire le plus culte de l'histoire du cinéma. Donc, ouais, je trouve que ça se finit dans une grâce assez folle avec cette boucle. Et évidemment, j'aime beaucoup aussi les séquences de tout début et de toute fin. Pareil, là, je reviens sur mes souvenirs où justement celle où on voit Shuki qui commence un peu à tomber amoureuse de ce révoleur, ce monstre bionique, mi-humain, mi-machine. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment une très très grosse claque. Bigan ne m'a pas du tout déçu après ses précédents films. Ce qui était quand même pas une mince affaire parce qu'un grand voyage vers la nuit, c'est quand même aussi un sacré morceau de cinéma assez fou. Je vais revenir sur 2-3 choses que tu as dit. Effectivement, Un grand voyage vers la nuit, c'était un film assez fou et effectivement un plan séquence qui était très long et très comment dire, impressionnant. Après, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de détracteurs de Bigan qui lui reprochent un petit peu ce côté un peu poseur, justement, à dire tiens, je sais faire des plans séquences assez virtuoses, donc je vais les faire, en critiquant un peu la gratuité de la chose. Alors, j'ai pas vu Kylie Blues, je vais pas me prononcer dessus. Après Un grand voyage vers la nuit, je trouve au contraire que le plan séquence a un sens, puisque le film est un petit peu divisé en 2 parties. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais on va dire qu'il y a vraiment un sens, il y a un côté assez spectral, en fait, dans la deuxième partie, avec l'utilisation de ce plan séquence que je trouve intéressante. Et là, justement, je pense que c'est aussi une réponse, je pense que Bigan s'en fout, mais c'est aussi une manière de montrer qu'il est capable de faire d'autres choses que du plan séquence. Effectivement, le plan séquence dans le film n'est là pour le coup que dans la dernière partie, dans le dernier segment, alors qu'il est assez long quand même le segment. Il me semble que j'avais regardé à peu près l'heure, je crois qu'il doit durer quand même à peu près 40 minutes quand même. Il me semble de mémoire, peut-être pas tout à fait, mais on est quand même sur un plan séquence vraiment long, mais qui, dans la globalité du film, qui dure 2h30, paraît
forcément moins imposant en fait dans la durée, mais qui reste quand même franchement impressionnant, parce que dans ce plan séquence, moi j'aime beaucoup la manière dont en plus on change assez régulièrement de point de vue. À un moment donné, on est une caméra qui est spectatrice, puis après on passe en une espèce de vue subjective, et puis après on repasse en tant que spectateur. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça monte, ça descend, ça passe par des échelles, des escaliers, ça finit sur un bateau. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, suivre l'histoire de ces deux personnages, dont en plus on découvre qu'ils sont des vampires. Enfin, moi, alors peut-être que je suis un peu teubé, mais je l'ai compris que vers la fin de la séquence. En plus, je l'ai vraiment pas du tout compris tout de suite. Donc, j'avais trouvé que c'était vraiment surprenant, intéressant. Le parallèle avec Nosferatu, et j'y avais pas pensé. Et effectivement, c'est assez évident en fait quand on y réfléchit. Et puis pareil, ce côté, c'est quand même un plan séquence qui est très rougeâtre pour le coup. Je disais tout à l'heure que le muet me semblait pas aussi monochrome qu'à l'époque du muet, et au contraire, le dernier, le plan séquence, est quand même assez rouge, un peu comme tu l'as dit, dans les rouges très prononcés d'un film comme Napoléon d'Abel Gance, par exemple, où, bon là, il a pas teint la pellicule, il a mis un filtre, certainement, mais voilà, effectivement, ça rappelle un peu l'époque du muet également, et ça fait vraiment une boucle avec le cinéma muet, avec la première partie, comme tu l'as expliqué. Moi, je vais donc revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Je suis pas tout à fait d'accord sur la deuxième séquence quand tu dis que c'est assez grisâtre. En tout cas, moi, j'en ai le souvenir d'un film qui est quand même très bleuté. Alors, quelque chose qui est très froid, quand même, malgré tout, mais vraiment beaucoup de séquences bleues, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, parce que j'ai trouvé ça très très beau, en plus, la manière dont il jouait avec le bleu. Et effectivement, ça fait penser au film noir, au film, un peu les polars chinois, dans deux sens du terme. Alors déjà, ça fait vraiment référence au film noir. Il y a notamment toute une séquence à la fin avec un duel. Alors il y a un personnage qui a un pistolet et l'autre qui essaye de se défendre et qui essaye quand même de tuer celui au pistolet, avec tout un jeu de miroirs. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à La Dame de Shanghai d'Orson Welles, qui est aussi un film noir. Je pense que la référence est assez évidente, et donc ça fait effectivement référence au film de cette époque-là. Mais après, je trouve que le polar chinois n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que quand tu regardes cette deuxième partie, qui fait beaucoup plus référence effectivement aux années, peut-être un peu les années 50 du cinéma, et ben les polars chinois, enfin moi je sais pas si c'est vraiment l'impression que j'ai, mais j'ai vu quelques films, je pense au Lac des oies sauvages, ou je pense un film comme Only the River Flows par exemple, que j'ai vu, voilà, c'est des films qui sont sortis ces 5-6 dernières années, où on est toujours sur une histoire un peu cryptique, des films qui sont très 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 esthétisés, à un point où limite on ne comprend presque même plus ce qu'on est en train de regarder en fait. C'est-à-dire que Le Lac aux oies sauvages, je me rappelle vraiment d'un film très très beau, mais dont j'ai rien bité à l'intrigue, tellement j'avais rien compris. Pour moi, c'était cryptique à mort, et je trouve que c'est à la fois une force, une faiblesse, et presque maintenant un cliché du polar chinois contemporain, de voilà, ces films où on veut nous raconter des choses, alors c'est toujours très beau, mais on comprend jamais rien. Et on est un petit peu là-dessus. Moi, la deuxième partie, c'est vraiment celle que j'ai le moins compris, mais l'ambiance est absolument folle. Il y a une séquence avec, je sais plus comment s'appelle cet instrument, qui fait un espèce de bruit un peu d'onde ou je sais pas quoi, et la séquence est assez folle. Un thérémine ? Un thérémine, ouais, c'est ça, exactement. Et tu l'as dit, il y a tout un jeu sur le son qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, puisque je parlais des 5 sens tout à l'heure, c'est très clairement le sens de l'ouïe qui est représenté dans cette partie-là. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des sens qui ont un peu plus de logique que d'autres. Et là, pour le coup, vraiment, l'utilisation de l'ouïe est absolument fabuleuse dans cette partie-là, comme il me semble que la première partie, du coup, on est vraiment sur la vue, et comme c'est un film muet, machin, pareil, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, logique. Le reste, ça va plus, tout ce qui concerne le goût, l'odorat, ou le toucher, on est quand même beaucoup plus sur des séquences où ça va être le thème un petit peu de la partie, mais où toi, en tant que spectateur, tu vas moins ressentir ce côté-là, forcément. C'est logique pour un film de cinéma. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé cette deuxième partie. La troisième, malheureusement, effectivement, tu dis qu'elle est un peu sous-cotée. Moi, c'est peut-être celle à laquelle j'ai le moins accroché. C'est peut-être le passage. Après, il est au milieu du film. Alors peut-être que c'est parce que voilà, j'ai un peu décroché ces deux premières parties qui sont tellement fortes. Je trouve, même d'un point de vue sensoriel, qui t'en envoie tellement. D'un coup, la troisième partie est beaucoup plus sobre là-dessus. Elle est très très belle d'un point de vue photo, mais elle reste beaucoup plus sobre, et on te raconte une histoire d'une manière beaucoup plus simple. Et effectivement, peut-être que c'est le moment où j'ai un peu soufflé et je me suis peut-être un peu désintéressé, mais ça reste une très belle histoire, et
Et la fin, quand il te raconte que ce personnage qui est possédé finira par se transformer en chien, je dois dire que ça m'a rendu vraiment, ça m'a fait un effet un peu de mélancolie. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau quand même malgré tout. Et je trouve qu'il y a surtout un ressenti qui est vraiment très fort et qui marche beaucoup aussi avec le mixage son. C'est la sensation de froid que l'on ressent en fait pendant toute la partie. Où, enfin, vraiment, moi ça m'a vraiment marqué la manière dont il joue avec la neige, le son de la neige, le son un peu étouffé que l'on entend quand les personnages parlent ou quand ils se déplacent. Et vraiment, c'est un film qui m'a vraiment transmis cette sensation. Et je trouve que c'est assez fort. Après, malgré tout, c'est peut-être le segment que j'ai le moins aimé. Contrairement à toi, j'ai adoré le quatrième. Le quatrième, je l'adorais parce qu'il m'a vraiment ému, en fait. Alors celui-ci, c'est celui qui est associé à l'odorat, parce que alors le troisième est associé au goût. Il y a une histoire où il lèche une pierre ou je sais pas quoi, le goût est un peu amer ou acide, ou je me rappelle plus trop, mais bon bref. La quatrième partie qui est associée à l'odorat, c'est l'histoire d'un homme, donc effectivement c'est une sorte un peu un petit criminel, un criminel notoire comme ça, enfin un petit bandit plutôt, on est plutôt sur un escroc, quelque chose comme ça, et il veut essayer de soutirer de l'argent à un vieil homme qui fait croire qu'il a des pouvoirs, il me semble, ou je sais pas quoi, et ce vieil homme veut trouver quelqu'un qui a des pouvoirs. Le mec en profite et il veut utiliser une petite fille qu'il rencontre comme ça. Ils veulent faire une arnaque à deux en fait pour un peu expliquer les choses et ils vont monter une arnaque à base de signes et à base de paroles, à base de choses comme ça pour que la gamine en fait fasse croire qu'elle est capable de découvrir une carte, de deviner une carte à l'odeur de la carte. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Et donc arrivé en fait pendant le moment où c'est le moment de vérité où elle doit faire ça devant ce vieil homme qui veut savoir si elle a un pouvoir, il lui montre une carte, bon d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle a les yeux bandés, il arrive quand même le mec à lui faire comprendre quelle est la carte, et ensuite le mec réessaye en ayant brûlé la carte. Et ça c'est important, je vais revenir là-dessus un petit peu après, parce qu'il fait brûler la carte, et la fille arrive à deviner comme son chaperon, on va dire, son acolyte ne lui dit rien, elle comprend que c'est la même carte. Donc on s'arrête là, etc. L'histoire continue, ils ont de l'argent, le petit brigand là il se fait un peu attaquer, etc. Et on découvre que le vieil homme veut retrouver cette fille qui a soi-disant un pouvoir mais qui n'en a évidemment pas, et il veut lui faire sentir une lettre. Parce que en fait, il a découvert, ce vieil homme, que sa fille qu'il avait perdue de vue est morte dans un incendie et qu'elle lui avait laissé une lettre, mais que la lettre est brûlée et il veut trouver quelqu'un qui est capable de lire la lettre. Et moi, en fait, ça m'a vraiment ému parce que la petite fille, qui n'a évidemment pas de pouvoir, elle se met à sentir la lettre et elle invente quelque chose. Elle invente en fait quelque chose pour apaiser le cœur de ce vieil homme, comme si c'était sa fille qui lui avait écrit un truc, alors que manifestement, voilà, la gamine n'en sait rien. Et honnêtement, je vais pas cacher que ça m'a tiré vraiment une petite larme, parce que j'ai trouvé ça, mais d'une beauté absolue, cette gamine qui a compris tout de suite en fait son rôle, et tout de suite ce qu'elle veut, c'est apaiser cet homme. Et j'insiste un peu dessus parce que c'est vraiment une partie que je trouve qui est la plus émouvante. Quand on fait le lien avec cette séquence-là, on comprend pourquoi ce vieil homme a fait brûler la carte à jouer un tout petit peu plus tôt dans la partie. Et en fait, voilà, c'était juste l'histoire d'un homme qui recherche désespérément quelqu'un capable de lire une lettre brûlée et qui correspond à la dernière lettre qu'a écrit sa fille. Et honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais voilà, dans la globalité, ça reste, je trouve, une partie qui est assez belle, effectivement, d'un point de vue photo, qui est assez incroyable. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, là après, c'est la séquence peut-être qui va un peu agacer les détracteurs de Big N et des plans séquences, parce que forcément, c'est là où il montre toute la virtuosité dont il est capable, avec un segment qui est en un seul plan, et qui vraiment retrouve toute la légèreté, l'onirisme et la virtuosité que l'on peut retrouver du Bigan, notamment de Un grand voyage vers la nuit, parce que comme j'ai dit, j'ai pas vu Kylie Blues, et c'est vraiment c'est assez impressionnant parce qu'on se retrouve avec une caméra virevoltante, légère, qui suit ces deux personnages qui, d'ailleurs, je trouve, mais pètent la classe, mais enfin surtout la fille qui a vraiment une classe folle avec ses lunettes, sa coupe de cheveux et tout. Elle est vraiment, je trouvais ça incroyable. Et voilà, en plus ça termine vraiment sur tout ce que j'aime, c'est-à-dire que je disais que le film est assez vaporeux tout le long, mais ça se termine vraiment sur la partie la plus
presque la plus poétique en fait, la plus vaporeuse de toutes. Et puis on sort de ce film-là. Il y a un petit épilogue, on va dire, un petit épilogue pareil qui a parfois été un peu mal reçu. Les gens l'ont vite relié à. On fait des points communs par exemple avec un film comme Babylone, avec son côté le cinéma, machin, l'hommage au cinéma, etc. Bon, on n'est quand même pas du tout sur la même chose. Et puis je trouve que la dernière séquence est quand même très très belle justement dans ce cinéma avec ces ombres lumineuses, si on veut dire, c'est un oxymore, mais qui disparaissent en fait dans cette salle de cinéma avec marqué fin sur l'écran de la salle. Et voilà, je trouve que enfin, j'ai trouvé ça très très beau que ça soit cette dernière partie et qui se poursuit avec ce mini épilogue, enfin cette espèce d'épilogue avec Shuki, le révoleur et cette séquence où on se retrouve dans cette salle éclairée par des ombres un peu fluorescentes. Enfin, c'est vraiment un très beau film. Et j'ai pas envie de parler d'hommage au cinéma ou d'amour du cinéma, parce qu'en plus, je suis pas très bon à la chasse aux références. Donc moi, les hommages à d'autres films, enfin tout à l'heure j'ai dit par rapport à La Dame de Shanghai, parce que ça m'a marqué tout de suite, mais honnêtement, je suis pas très bon pour faire des liens avec d'autres films comme ça. J'ai pas forcément aimé ce film pour son côté hommage au cinéma, j'ai vraiment aimé ce film pour son côté purement sensoriel, que j'ai trouvé absolument phénoménal, quoi. Je suis globalement d'accord avec toi aussi. C'est pareil que toi, c'est pas le côté hommage au cinéma qui m'intéresse du tout dans le film. C'est plutôt ouais, son aspect poétique, l'ambiance de chaque séquence et tout. Oui, pareil, tu m'as rappelé que oui, la ref à la Dame de Shanghai qui est absolument évidente. Et oui, bah, pareil, j'ai pas non plus cherché toutes les autres refs qu'il y a dans le film. Je suppose qu'il y en a beaucoup. Après, il y a probablement des refs que j'ai pas non plus. Je suis pas non plus un expert en cinéma chinois. Mais ouais, c'est les gens qui se restent sur le côté entre guillemets babylonien du film, c'est pour moi vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant et de plus pertinent dans le film. Et c'est là où pour moi Babylone est un mauvais film qui n'existe que pour rendre hommage au cinéma, qui s'en bat les couilles. Tu fais déjà un film, connard, c'est déjà en soi un hommage au cinéma de faire un film. Mais bref, ouais, globalement je partage à peu près tous les points que t'as dit sur le film, tout ça, sur toutes les séquences. Et c'est vrai que la séquence film noir est très bleutée, que j'avais complètement oublié. Je m'en excuse pour ça. Non, mais t'inquiète. Après, c'est vrai que pour revenir sur le côté hommage au cinéma, il faut quand même dire, je pense que voilà, vous avez compris que pour nous deux, c'est plus ou moins le film de l'année. Enfin, pour toi, oui. Pour moi, j'ai pas forcément encore. Bon, voilà, je me penche pas forcément là-dessus, mais c'est très clairement, ça fait partie des 2-3 films que je mets vraiment tout en haut cette année parce que ça a été une séance absolument exceptionnelle. Après, il faut quand même dire, je pense, hein, c'est mon avis, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas parce qu'effectivement, c'est un film qui convoque tellement. La volonté en fait de se laisser emporter que si le film ne t'emporte pas, effectivement, tu vas t'ennuyer ferme. Ça me semble assez évident malgré les différences de ton du film et qui effectivement peut-être qu'à un moment donné un segment va réussir à te remettre dedans. Si par exemple t'as pas accroché au premier ou au deuxième, peut-être que le troisième va te remettre un peu dedans, il peut y avoir ce côté là, mais par contre si vraiment t'accroches pas du tout au film, je peux comprendre que le temps soit vraiment long parce que c'est encore une fois c'est un film qui convoque vraiment beaucoup cette volonté de se laisser emporter, de se laisser presque hypnotiser en fait par le film, de se laisser voyager en fait tout simplement, et ce qui était déjà le cas dans Un Grand Voyage vers la nuit. Si t'adhères pas à ce parti pris là, je peux comprendre que le temps paraisse très très long. Enfin, je sais qu'il y a 2-3 personnes avec qui j'en ai parlé où pour eux c'était vraiment c'était presque un calvaire d'attendre 2h30 parce qu'ils ont pas du tout adhéré en fait à cette proposition, que je veux dire une proposition sensorielle. C'est pareil, c'est des termes un peu galvaudés, mais voilà, c'est un film qui divise quand même beaucoup. Je me rappelle quand ils avaient annoncé l'arrivée du film au dernier moment en fait au Festival de Cannes, tout le monde était là, ça y est, Bigan va plier la sélection parce que forcément il est très fort, etc. Puis après la séance passée, le film avait pas mal divisé en disant ouais bof, bon ok, mais il y en a qui avaient trouvé que c'était absolument génial et d'autres qui s'étaient ennuyés ferme. Et je pense que c'est assez compliqué d'être au milieu un petit peu, je pense. Pour le coup, ça peut être compliqué, mais voilà, je pense que vous l'avez compris, nous deux, on vous conseille fortement d'aller voir ce film. Et est-ce que tu as des suggestions, pas forcément en lien avec le film, avec n'importe quoi, est-ce que tu as envie de parler d'un film récent que tu as vu Suggestion, je vais rester sur le thème Bigan et je vais conseiller son
Alors, ni Kylie Blues, ni Un grand voyageur à la nuit, qui sont ces 2 autres longs métrages, mais plutôt son court métrage A Short Story, Le cœur du soleil brisé, qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois maintenant, qui dure une quinzaine de minutes et qui est absolument aussi phénoménal. Comment dire, on retrouve le côté très poétique, très magique qu'on peut avoir dans certaines séquences de Big N, et surtout qu'on a dans Un grand voyageur à la nuit et dans le passage au temple de Résurrection. Donc voilà, je crois que c'est disponible sur Mubi, je suis pas sûr. Mais ça doit pas être très compliqué à trouver en tout cas. Ça s'appelle A Short Story, Le cœur du soleil brisé. Fut un temps, il était disponible sur Mubi. Après, je suis plus abonné à Mubi, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, ouais, fut un temps, c'était sur Mubi. Moi, de mon côté, je vais vous conseiller un film. Alors, je pense que ça n'a pas trop de lien avec Résurrection, mais c'est un film dont j'ai envie de parler parce que sur le côté film sensoriel qui nous perd un petit peu, je trouve qu'on est un petit peu là-dedans. Et du coup, je vais citer l'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais, qui est vraiment un film. On est sur vraiment on convoque le souvenir, la répétition. Alain Resnais nous transporte dans une espèce de palais, de château ou je ne sais trop quoi, et il fait tourner en rond son intrigue avec tous ces personnages qui se répètent et toutes ces intrigues qui se répètent. C'est très très compliqué à expliquer parce que le film est assez improbable. C'est un peu comme si Inception en bon film en fait, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans le domaine du rêve. Non mais bon, je suis désolé de dire ça comme ça, mais j'aime pas Inception pour son côté. On filme des rêves de manière très, enfin je sais pas, de manière très normale, on va dire. C'est pas quelque chose qui me Ouais, voilà, non, tout simplement. Et là, non, au contraire, on est vraiment dans le domaine du rêve, mais le truc un peu improbable, et de temps en temps, il y a des séquences des choses des petites variations qui font que, et voilà, c'est un film fabuleux. Moi, j'ai vu ça il y a peu de temps, enfin, j'ai revu il y a peu de temps, mais je l'ai vu il y a assez longtemps, et à chaque fois, l'ambiance et le truc, enfin, c'est vraiment assez particulier. Pour moi, c'est le meilleur film d'Alain Resnais, qui en a fait quand même un paquet de très bons. Et voilà, ça n'a pas forcément grand sens avec Résurrection, mais c'était pour citer un autre film qui pourrait effectivement vous transporter. Et puis, bah voilà, je pense qu'on peut conclure cet épisode qui est un peu plus court que d'habitude. Et voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Et puis, on se revoit vite. Salut!